Bonjour à toutes et tous. Soyez les bienvenus à cette 15e édition du Forum mondial Convergence. Depuis 15 ans, Convergence rassemble les organisations de tous les secteurs autour d'un objectif commun, autour d'un seul impératif, la préservation de notre planète et la lutte contre les inégalités. Depuis 15 ans, les institutions, les entreprises, les ONG, mais aussi les porteurs de projets, des jeunes curieux, des jeunes anxieux, façonnent avec nous les solutions pour agir concrètement, chacun, chacune, à son échelle pour un monde meilleur, pour un monde zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Une utopie pour certains peut-être, mais surtout une nécessité pour la majorité, à vrai dire. Pour toutes celles et ceux qui subissent au quotidien les schémas d'exclusion systémique et les conséquences toujours plus dramatiques des dérèglements climatiques. Convergence aujourd'hui, ce sont bien sûr 15 éditions de ce Forum mondial ici à Paris. Mais c'est aussi devenu une démarche globale, avec maintenant 16 forums à l'international dans une dizaine de pays, avec toujours pour ambition d'aller plus loin, au plus local, et surtout de donner la parole à celles et ceux qui, de Niamey à Manille, de Mexico à Athènes, de Pointe-à-Pitre à Tunis, sont les acteurs du changement dans leur communauté. Et puis, nous voulons également agir au plus proche, au premier kilomètre, avec à venir nos premières rencontres prévues dans les régions françaises. Convergence est aujourd'hui une plateforme globale qui a rassemblé au cours des années plus de 70 000 participants. Alors aujourd'hui, je souhaite très humblement vous remercier et également célébrer votre engagement à chacun, chacune qui est ici présent au Palais Brongniart à Paris, mais également à ceux qui, par milliers, nous suivent en ligne ce matin et tout au long de la journée. Alors ensemble, continuons, faisons face aux urgences de justice sociale et de transition climatique. Nous ne pouvons pas démissionner, alors surtout, ne lâchons rien. Pour poursuivre, notre président fondateur, Frédéric Roussel, souhaitait cette année à nouveau nous délivrer un message. Je ne suis pas un candidat doux rêveur. J'ai 45 ans de travail agronomique sur le terrain ou 45 ans de travail d'enseignement. Donc, dire que je suis un candidat pas sérieux, c'est tout de même s'avancer un peu vite. Je présente ici un programme écologique. Et d'abord, ce mot nouveau pour beaucoup d'entre vous, l'écologie, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas un mot gadget qui a été inventé pour les besoins de cette campagne. C'est un mot créé en 1866 par le biologiste allemand Ernst Haeckel, qui étudie les rapports entre les êtres vivants et les milieux où ils vivent. Aujourd'hui, je viens revenir en France pour étudier avec vous les problèmes très graves qui se posent, après avoir beaucoup étudié les problèmes de la faim dans le monde, dans le tiers-monde. J'estime qu'aujourd'hui, il est temps de s'occuper des problèmes de nos pays. Mais nous, les écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. Ces eaux, ces estuaires, ces plateaux continentaux, ce sont aujourd'hui nos poubelles, là où on jette tous nos détritus. On a dit que j'étais un vieux professeur qui se baladait à vélo. Mais oui, le 16 mars, j'étais de la porte d'Orléans à la Concorde pour montrer que Paris pourrait être au moins pour un jour, et dans quelques rues, le domaine de ces instruments de transport à deux roues qui ne polluent pas. Nous serons les seuls à parler des menaces de notre expansion illimitée. La France consommait 5 millions de tonnes de pétrole en 1939. La France consommait 120 millions de tonnes de pétrole en 1973. Une telle expansion illimitée ne peut pas se poursuivre.
Ceux qui vous disent le contraire sont des inconscients ou des menteurs. La France a perdu son indépendance économique puisque toute son économie dépend d'une forme d'énergie importée qui va devenir de plus en plus coûteuse. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Merci, mes amis. Frédéric Roussel, je vous invite à nous rejoindre. On a décidé l'année dernière de commencer tous nos forums par cette adresse que M. Dumont, en 1974, il y a maintenant pas mal d'années, 50 ans, nous adressait à tous. Et quand on regarde ce qu'il disait, il craignait d'être jugé comme un candidat fantaisiste. À vrai dire, c'était le seul candidat qui disait ce qu'il fallait dire. Et si on l'avait écouté, et si le monde l'avait écouté, pris au sérieux, peut-être que nous n'en serions pas là où nous en sommes. Et je suis très sensible au fait, en particulier, que M. Dumont était à la fois quelqu'un qui comprenait la faim dans le monde, qui comprenait l'injustice abominable de cette extrême pauvreté dans le monde, mais qui avait aussi la force de dire que cette croissance illimitée était dangereuse. Et il ne donnait pas de solution. Mais il avait compris qu'il y avait une injonction contradictoire et qu'il fallait naviguer entre elles. Comment sortir les gens de la pauvreté sans bousiller les ressources de la planète, et en même temps, comment ne pas bousiller les ressources de la planète? Cette injonction contradictoire, elle était vraie à l'époque, elle est encore plus vraie maintenant, mais maintenant il y a une nuance. C'est qu'on ne peut plus se permettre de regarder cette réalité en face. Et on ne peut plus se permettre de considérer que cette injonction contradictoire, c'est pour les générations futures. Alors, autant pour Monsieur Dumont, si on voulait résumer la situation, c'est très simple. Ça va mal, ça va aller très mal, et ça va mal finir. Ça, c'est la situation actuelle. Et la seule possibilité, c'est une thérapie de choc. On n'en est plus aux agendas du millénaire, etc. Il faut une thérapie de choc immédiate, contraignante pour les États, avec l'adhésion des opinions publiques et de tous les acteurs, pour qu'ensemble, on se sorte de cette situation. Alors, quand même, un constat. Première chose, nous entrons depuis quelques années dans une zone de turbulence. Durant ce XXe siècle, on a une première zone de turbulence, la montée des nationalismes en Europe. Elle a débouché sur la Première Guerre mondiale. On a eu une deuxième zone de turbulence, crash économique, volonté de revanche des uns et des autres. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Puis on a une troisième période de tension qu'on avait oubliée, disparue, la guerre froide. La guerre froide, chez nous, elle n'a pas fait de mort, mais elle en a fait beaucoup dans le monde. Et surtout, elle n'a pas dégénéré parce que nous avions l'équilibre de la terreur. Et nous avons eu une période bénie en 89, jusqu'à il y a pendant 30 ans, où il n'y avait pas de tension, tout allait bien. Et c'était la fin de l'histoire. Malheureusement, nous sommes en train de revenir maintenant dans une quatrième période de tension mondiale, et il serait souhaitable qu'elle ne termine pas comme les trois précédentes. Je vais me permettre de citer Gramsci, mais je crois que sa formule hyper célèbre, que vous connaissez tous, elle s'adapte exactement à notre situation. Je lis parce que je ne la connais pas par cœur. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur naissent les monstres. Nous en sommes exactement là. Et donc, comme disait l'autre, que faire? Alors d'abord, terminons sur le constat.
cette tension mondiale, elle est palpable partout. Dans nos sociétés, dans les sociétés du Sud, la mondialisation, qui de mon point de vue a été, statistiquement, a été un énorme succès, la plus grande période de baisse de la pauvreté de l'histoire de l'humanité. Eh bien, malheureusement, ces externalités négatives sont devenues des trous béants qui deviennent maintenant des précipices. Et donc, cette période de l'ancien monde, j'allais dire, eh bien, il faut accepter et acter que nous devons passer à autre chose. Et évidemment, dans ce moment-là, où nous comprenons qu'il se passe quelque chose, du Covid, à la guerre en Ukraine, aux tensions mondiales, au Global South, etc., tout le monde comprend qu'il y a une tension. Dans nos pays, il y a une tension. Je ne vais pas rappeler à tout le monde les gilets jaunes, les élections, les manifestations. Il y a une tension, une hystérisation, qui sont une manifestation extérieure, au fond, d'une angoisse, d'une peur. Parce que personne ne sait vraiment où on va. Et à la fin, c'est au fond, même si ça n'est pas exprimé consciemment, c'est le sentiment de l'urgence. On a peur, on est angoissé. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est bien? Ou est-ce que ça va liquider le job de toutes les classes moyennes supérieures qui étaient chargées traditionnellement de faire le lien entre le progrès technique, le savoir et la population? Ou est-ce qu'au contraire ça va, etc. Donc tout est... et moi je suis très ambigu là-dessus. Je me dis oui c'est bien, mais en même temps c'est très dangereux tout ça. Et donc nous sommes dans une situation où même les progrès techniques les plus spectaculaires deviennent angoissants. Et donc, que faire? Ouais, j'ai plus que 2 minutes, alors ça va être vite. On peut me laisser 1 minute de plus? Oui, d'accord. Je ne sais pas si c'est d'accord avec la maire de Paris, donc on peut considérer... Alors, que faire? Premièrement, nous devons comprendre que ce qu'on a fait en 2015, c'est-à-dire la première fois où les États de la planète se sont mis d'accord sur 2 agendas globaux, l'un pour réduire la pauvreté, l'autre contre les émissions, agendas non contraignants, c'est une petite nuance, sont dépassés, sont complètement dépassés. Il faut maintenant sérieusement que la gouvernance mondiale accouche d'un nouvel agenda beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus contraignant. En 2015, on n'avait pas conscience. Moi-même, j'étais un peu de ce réchauffement dont on se demandait si, ouais, bon, il faut arrêter, mais etc. Là, maintenant, le monde a besoin d'un agenda global, holistique, contraignant, avec le soutien et l'aiguillon des opinions publiques et en fait, une thérapie de choc. On n'en est plus aux agendas dans 30 ans, dans 40 ans, dans 50 ans. Il faut une thérapie de choc à la planète. Sinon, on va la perdre. Et au passage, nous avec. Donc, alors, cette thérapie de choc, qu'est-ce que ça peut être? Beaucoup parlent de décroissance. Alors évidemment, dans les pays du Nord, il serait temps qu'on devienne un peu plus frugaux. Et on va le devenir, de gré ou de force. Il faut être plus frugaux encore, à titre individuel et à titre sociétal. Simplement, de toute façon, et vu la dépression économique qui nous menace tous, déflation en Chine, inflation pour les autres, récession pour tout le monde l'année prochaine. Donc la décroissance, on va la connaître malheureusement, mais on va le subir surtout. Simplement, autant il est important que dans nos pays, la croissance devienne frugale et éventuellement permette une forme modérée de décroissance. Mais qui dans cette salle se sent capable d'aller en Inde
et de dire aux 450 millions d'Indiens qui meurent de faim qu'il faut être plus frugaux. Donc, l'extrême pauvreté dans le monde, c'est 1,5 $ par jour pour se nourrir. C'est-à-dire, je vous souhaite de ne pas fumer, mais moi qui fume, c'est-à-dire le prix de 4 cigarettes. Donc, chaque fois que j'allume 4 cigarettes, je viens de manger ce que mange une famille des gens dans la plus extrême pauvreté. Les gens dans 1 milliard de personnes. 3 milliards de personnes vivent dans la pauvreté. 3,5 $ par jour. C'est-à-dire 8 cigarettes. Voilà. Voilà. Donc, en ayant fumé mes 8 cigarettes, je viens de dépenser autant d'argent que 4 milliards de personnes pour se nourrir. Bon. Donc, je suis d'accord pour la décroissance, si ça peut permettre la décroissance de ma consommation de cigarettes, si ça peut permettre, etc. Mais qui peut dire à ces Indiens qu'ils n'ont pas le droit à la croissance? Quoi? Notre niveau de vie, il nous serait réservé? Non. Tous les Indiens ont le droit de sortir de la pauvreté. Tous. Ceux des bidonvilles, ceux des campagnes, sur le milliard de personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté, il y en a 400 millions en Inde. Les intouchables, tous. Simplement, si la croissance de l'Inde coûte aussi cher aux ressources naturelles du monde que ce qu'a coûté la sortie de la pauvreté de la Chine, à l'instant que je vous parle, la Chine construit encore, alors que vous le savez, l'immobilier en Chine s'effondre. La Chine produit encore 50% du ciment dans le monde et consomme chaque année 2 milliards de tonnes de charbon. Ces 2 milliards de charbon représentent nettement plus en termes d'émissions de gaz à effet de serre que toute la consommation de pétrole de l'humanité. On en est là. Et donc, on me parle du pétrole, mais comment dire aux Chinois, eh bien, vous allez baisser votre vie de 30% parce que malheureusement, la consommation de charbon s'arrête la semaine prochaine. Impossible. Donc, et que se passera-t-il quand l'Afrique sera en position de sortir de l'extrême pauvreté? Eh bien, ça sera au niveau du continent la même chose que pour l'Inde dans les années qui viennent. Et évidemment, la planète ne peut pas se permettre, après le choc qu'a été pour l'économie mondiale, pour les ressources de l'économie mondiale, l'entrée de la Chine dans le monde moderne et l'arrivée d'une classe moyenne qui avait accès à tout, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Quoi? L'Inde, décroissance, vous voulez rire? L'Afrique, décroissance? Allez dans un camp de réfugiés et dites-leur, je crois que là, il faudrait qu'on soit décroissant. D'ailleurs, vos 4 litres d'eau par jour, on va les réduire à 3 litres d'eau. Impossible. Donc, la situation est évidemment pas très favorable. Elle n'est pas trop favorable non plus parce que cette année, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, les dettes consolidées des États, des entreprises. Ouais. 4 minutes. Ok. Eh bien, je vais aller vite. Bref, les dettes sont en train. Nous vivons actuellement cette croissance que nous vivons et qui menace l'avenir de l'humanité est une croissance à crédit. Donc, c'est la double peine. C'est les générations futures qui devront payer cette dette et qui, en plus, devront subir les conséquences et qui, en plus, devront dégager des ressources colossales pour que ça avance. Donc, pour tous les jeunes de cette salle, bonne chance parce que vous allez vous payer la triple peine très rapidement. Donc, je comprends que certains jeunes deviennent des activistes. Bon, Van Gogh, il faut quand même pas lui mettre des tomates, etc. Mais il y a de quoi devenir énervé. Et donc, et là je termine, cette thérapie de choc, elle doit dépasser les angoisses, elle doit dépasser la peur, elle doit intégrer le sentiment d'urgence. Et pour nous, et c'est pour ça que d'ailleurs on avait appelé cette convergence il y a une quinzaine d'années, elle doit être basée sur la convergence et non pas sur l'antagonisme. Parce que, on l'a dit avant moi,
la convergence élève. Nous sortirons de cette crise psychologique avec un message de convergence et d'élévation. Pas un message d'hystérisation, de division, parce que ça mène à la guerre civile ou mondiale. Donc, première chose, la convergence. Deuxième chose, un nouveau mot. Bon, Monsieur Raymond nous apprenait l'écologie. Nous pensons que Humanitera, un néologisme que nous avons créé, va être quelque chose de central pour essayer d'emporter l'adhésion. L'humanité et la Terre, c'est la même chose. Bon, je suis un humanitaire moi-même, et donc il ne m'a pas été... Voilà, Humanitera. L'humanité et la Terre, c'est la même chose. Il n'y a pas d'obsolescence programmée de l'homme. Il ne peut pas y avoir une disparition de la Terre, car malheureusement, on n'en a qu'une. Et donc, si on ne veut pas que la Terre disparaisse, il faut changer le monde. Et cette thérapie de choc, elle doit intégrer 3 éléments. Certes, le zéro carbone, mais aussi le zéro pauvreté et aussi le zéro exclusion systémique. Et elle doit se baser sur l'équité. Tout être humain à sa naissance a le droit d'avoir un minimum d'équité, le plus possible. Après, chacun fait ce qu'il veut, et l'égalité, c'est une autre histoire. Mais l'équité est un principe central. Nous devons permettre une équité, etc. Et donc, je laisse la parole à 3. Je dois préciser que, pour compléter ce que tu viens de dire, que depuis quelques années, nous travaillons sur cette Alliance mondiale du 3.0 et nous en fait venir 3 personnes, 3 partenaires, qui sont des exemples de ce que nous préparons. Et je cède la parole à Luis Oquiñana, qui représente la principale ONG philippine, qui, après avoir construit des centaines de milliers de maisons dans des slums, dans des bidonvilles, est en train de prendre un tournant avec le 3.0 et d'offrir des solutions concrètes que je lui ai expliquées. Luis ? Merci Fred. Up to you, Louis. You can come over here. You took away 1.5 minutes. J'ai 1 minute 30 de moins, donc il ne me reste plus que 30 secondes. Merci à tous. Ça fait 5 ans que je fais partie de Convergence, donc j'entame ma 5e année avec 2 ans de pandémie dans le lot. Mais c'est la première année où je suis ici. Et c'est la première fois qu'on envisage le futur différemment, qu'on veut partir de zéro pour forger des valeurs humaines. Et j'espère qu'aujourd'hui, votre esprit va être perturbé. J'espère que vous allez vouloir agir ensemble, parce que je sais que chacun d'entre nous se débrouille très bien dans son pays, dans son propre pays, dans sa propre communauté. Nous avons des milliers de communautés différentes. Cependant, quand on écoute Fred, on peut prendre peur et se sentir paralysé. Il est difficile d'envisager l'avenir, un avenir sans pauvreté, un avenir durable d'un point de vue environnemental et un avenir dans lequel les personnes passent avant le profit. C'est cette intersection de ces différents aspects qui est important. Donc, le social, l'environnement. Et cette intersection est importante quand on fait partie d'organisations comme Convergence ou 3.0 ou d'autres organisations. Aux Philippines, évidemment, ce que nous essayons de faire, c'est de trouver cette intersection entre les communautés, les capitaux et la compassion. Et ça nous donne de l'espoir, beaucoup d'espoir. Et nous pouvons même commencer à
penser à 2050. Je sais que l'ONU et de nombreuses autres organisations et chercheurs parlent souvent de cette date parce qu'en 2050, les Philippines seront le plus jeune pays du monde, avec 50% de la population qui aura moins de 21 ans. C'est ça donc qu'on aura en 2050. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qu'on fait jusque-là? Et nous espérons qu'avec Convergence, nous allons rester concentrés sur nos objectifs locaux. Donc nous devons continuer de penser au niveau local, mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire seuls. Et j'espère donc que cette convergence nous forcera à chercher les intersections à droite, à gauche, au nord, au sud. Et j'espère que nous trouvons cette intersection. Merci beaucoup pour votre invitation et à cet après-midi. Merci. Merci beaucoup, Louise, pour votre point de vue des Philippines. Un autre témoignage, j'invite Jean Carinti, fondateur de l'Ermitage, à nous rejoindre. Après la France, après les Philippines, la France. Jean Carinti a lancé un tiers-lieu exceptionnel qui va, je l'espère, devenir le campus européen du 3.0. Et je lui laisse présenter son acte. Merci Fred, bonjour à toutes et tous. Effectivement, l'Ermitage est un domaine de 30 hectares situé à 1 heure de Paris. On parlait de proximité. En France aujourd'hui, l'enjeu de la proximité, de ce qu'on appelle le premier kilomètre, dans le rapport que les individus entretiennent à la symbolique et aux enjeux de société à l'échelle mondiale est essentiel. Donc l'Ermitage est un lieu au carrefour de l'Aisne et de l'Oise, dans des territoires confrontés à des enjeux majeurs de transition agro-industrielle, avec une vraie déprise, on est en ruralité. Et ce lieu de l'Ermitage est un domaine traditionnel de ces grands domaines français qui constituaient des enjeux majeurs de développement local et d'économie politique au XIXe siècle et qui ont petit à petit perdu de leur valeur, devenant des lieux souvent de symbolique bourgeoise ou de séminaire. L'Ermitage est un ancien domaine, mais aussi l'ancien siège d'une ONG, un lieu médico-social devenu en 2015 une friche. Et les tiers-lieux en France sont des enjeux majeurs dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. L'Ermitage en est un exemple. Pourquoi rejoindre le mouvement 3.0 ? Pourquoi considérer les ODD comme des éléments d'évaluation majeurs ? Tout simplement parce que c'est un langage commun que nous avons avec d'autres acteurs à l'échelle mondiale, au premier kilomètre. Et voici à quoi ressemble aujourd'hui un tiers-lieu. Nous avons ici à Convergence un stand avec d'autres lieux dans une alliance qui s'appelle Commune Mesure. Et les ODD constituent un élément fondamental d'évaluation de notre rôle. Et je terminerai le propos par le rapport au 3.0. Revenez en arrière parce que... Voilà, donc je vais être très très rapide. L'Ermitage est vraiment un lieu 3.0 au sens où, en province, en France, nous avons besoin de ce type d'outils. Merci Fred de nous donner l'opportunité de rejoindre le mouvement 3.0. Je vais passer la parole à l'intervenant suivant. Merci. Merci beaucoup Jean. Et de la France, nous allons en Tunisie. La Tunisie est venue jusqu'à nous avec Anis Boufrika qui va nous présenter également ses initiatives. Alors, en 2 mots, parce qu'il est très timide, il n'osera pas se présenter lui-même, Anis a été le premier organisateur des convergences à l'étranger, et ça en Tunisie, et ça a si bien marché que cette année, il a décidé en avance sur notre programme de lancer une politique de mobilisation des jeunes dans une optique positive de portage de projets. Donc Anis... Merci. Merci beaucoup, Fred. Je vais être aussi bref que toi. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité, pour cette invitation. En fait, je vais essayer d'être bref. En voulant préparer mon intervention, je me suis un peu souvenu de mon travail au sein de la Banque africaine. On faisait du développement. 9 ans à coordonner, à piloter des projets de développement, donc à aller partout, à rencontrer des femmes et des hommes un peu partout. Mais là, c'était un peu aussi
des rencontres très très particulières qu'on a vues un peu dans les villages, un peu dans les villes, un peu dans les petites donc dans les petits quartiers, on rencontrait des femmes et des hommes qui faisaient vraiment le changement, qui créaient vraiment un changement confirmé, un changement réel, un changement équitable des fois, et puis surtout, ceci nous poussait à réfléchir sur qu'est-ce qui fait de ces changements-là, qu'est-ce qui fait que ces solutions qui sont apportées par des femmes et des hommes dans des petits quartiers, des petits villages, qu'est-ce qui fait que ces changements créent vraiment une amélioration réelle dans leur zone? Réfléchir localement, travailler sur les territoires, travailler sur les vies des gens, travailler pour améliorer un peu ce quotidien, c'était vraiment quelque chose qui, pour nous autres, acteurs du développement global, était des choses un peu du surréalisme, quoi. Pour nous, c'était vraiment les gros projets. Certes, c'était très important, mais à un certain moment, il fallait également faire attention à ces dynamiques microéconomiques. Là, donc, agir localement était devenu quelque chose de plus en plus courant dans notre réflexion, avec la création des associations We Love dans 6 pays. On les a créées à Casa, on les a créées au Caire, on les a créées en Tunisie, on les a créées. C'est des associations de jeunes, des associations qui développaient vraiment la vie locale, le réfléchir local, le territoire, donc très proche des citoyens. Et la réalité, elle est ce qu'elle est, avec tout ce qui a été à un certain moment, on était un peu dépassé, etc., fut donc les clubs 3.0. Donc 3.0 est venu avec un peu l'idée de convergence, cette idée de réfléchir local et d'agir global. On a à un certain moment rencontré des jeunes extraordinaires avec tout ce qui se passe un peu dans le monde, avec tout ce qui se passe vraiment avec toutes ces guerres, avec toutes ces famines, avec toutes ces tensions, avec toute cette pauvreté. Il y a encore des personnes, il y a encore des jeunes, il y a encore des femmes et des hommes qui créent le changement localement. On ne les voit pas, on ne les entend peut-être pas, mais ils sont là. C'est un peu l'effet, vraiment, l'effet micro, c'est un peu l'effet local, et d'où l'idée de créer les clubs 3.0 que je salue. Ces personnes-là que j'ai rencontrées un peu dans les campus universitaires, qui gardaient encore, qui étaient remplies encore de vie, d'énergie, de pureté des débuts, de l'énergie des commencements et de toute cette vigueur pour changer le monde. Donc 3.0 est né l'année dernière. On l'a annoncé l'année dernière à Convergence. Je suis content cette année d'être présent avec eux. Ils ont créé beaucoup de belles choses et on va créer énormément de choses un peu partout dans le monde. Et comme on le disait au début, le 0 a changé le monde, le 3.0 peut-être le préservera. Merci beaucoup. Merci beaucoup Alice. Et évidemment, on est très heureux d'être accompagnés de nos partenaires pour cette 15e édition du Forum. Et il était important pour nous d'avoir auprès de nous un de nos partenaires fondateurs, la ville de Paris. J'invite Madame la maire Anne Hidalgo à nous rejoindre. Frédéric, pardon. Allez-y, Madame, le temps qu'il démarre. Levez-vous les 3-0 Tunisie, voilà. On les applaudit tous. On n'a pas pu faire venir les 500 personnes. Et donc là, il y a tous les gens qui ont gagné le concours avec des projets qui, je dois dire, m'ont bluffé. Donc maintenant, à vos... bref, pas mal. Bien joué. Merci beaucoup à vous Marc, partez. Non, c'est parti. Mais en tous les cas, merci à Frédéric. Et il me revient un souvenir, et je vois Pierre Chapira ici, parce qu'il y a 15 ans, Pierre, qui était adjoint à l'international, à la ville de Paris, avait eu ce lien avec Frédéric et cette idée
qu'on a accompagné, que la ville a accompagné dès ses débuts. Et je veux dire merci à toi, Frédéric Roussel, mais merci aussi à Frédéric de Saint-Cernin. Et je voudrais rendre hommage à tous les acteurs d'Acted qui sont courageux, qui sont dans le monde entier, en première ligne de front, sur cette humanitaire, cette humanitaire dont tu as parlé. Alors, vous dire que bien sûr, Frédéric l'a dit avant moi, on le sait, tout est lié. Évidemment qu'on ne va pas résoudre le défi climatique si on fait peser la résolution de ce défi climatique sur les plus pauvres. Évidemment que ça ne marchera pas et que ça n'a aucune durabilité et qu'il n'y aura que des conflits, des désastres à la clé si nous allions vers cette orientation. Évidemment qu'on ne résoudra pas tous les défis uniquement avec la technologie, parce que la technologie, c'est aussi comment on s'en sert, et tu l'as évoqué avec l'intelligence artificielle. Évidemment que le chaos, les chaos, l'angoisse qui pèse aujourd'hui à partir de cet élément désormais fondamental dans nos vies, qui est celui du changement climatique, a des conséquences majeures, directes, sur quoi? Sur la façon dont nous vivons ensemble et sur les démocraties, tout simplement. Parce que cette peur qui pèse, et parce que ces inégalités, parce que la prédation des ressources, parce que l'accaparation des ressources de la planète par les plus puissants, les énergies fossiles évidemment, eh bien tout cela fait peser des risques énormes, et qu'aujourd'hui une idéologie se déploie avec une violence inouïe, avec une force et des moyens considérables, appelons ça le néolibéralisme, qui considère que finalement il faut continuer à faire des profits sur du court terme, à continuer à exploiter les ressources minières, pétrolières, les ressources fossiles. Et puis, peu importe que ça fasse des dégâts, peu importe qu'il y ait des tas de gens qui soient au bord de la route, qui meurent dans des cyclones, dans la pauvreté, peu importe. Et peu importe que finalement, pour servir ces intérêts-là, d'une minorité quand même sur la planète, disons les choses, eh bien, que ça ne passe plus par les démocraties, parce que qu'est-ce que c'est emmerdant, les démocraties, quand les gens se mettent à penser, à décider, à voter et à essayer de dire qu'il y a un autre chemin possible. On en est là. On en est là. Et tout ça, c'est d'une puissance inouïe. Inouïe, et il ne faut pas qu'on soit naïf, hein. Il ne faut pas qu'on soit naïf, parce que ce qui est à l'œuvre, la déstabilisation des organisations internationales, leur décrédibilisation, la déstabilisation des gouvernements démocratiques, la déstabilisation de ceux qui pensent le monde de demain à partir de la question du changement climatique, tout cela est à l'œuvre. Et nous en subissons tous les jours les conséquences. Tous les jours, nous avons partout dans nos journaux des tas de gens qui sont en train de nous expliquer qu'il faudrait continuer comme avant, qu'il faudrait revenir évidemment aux bonnes solutions du XXe siècle, qu'il faudrait évidemment considérer que la question de l'écologie est une question qui va tous nous faire régresser, considérer que laisser les gens qui ont beaucoup continuer à avoir beaucoup, c'est ça la solution. Mettre en place des services publics, mettre en place de l'investissement dans la transition écologique, tout cela, c'est de la mauvaise gestion. Ouvrez vos journaux, c'est comme ça que c'est qualifié. Et nous le savons, moi je le sais, en première ligne dans la vie politique à la tête d'une grande collectivité. Alors bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Ne pas être naïf. Ne pas être naïf. Et mener la bagarre culturelle. Mener la bagarre culturelle. Et essayer d'embarquer le plus de gens possible. En fait, tout cela, tout ce mouvement est bloqué par quoi? Disons-le quand même, hein, des élites économiques qui ont leur lien avec des élites politiques pour que rien ne change. À la base, la population, partout sur la planète, comprend que, comme disait Martin Luther King, il vaut mieux vivre ensemble comme des frères que de mourir ensemble comme des idiots. C'est aussi simple que ça. Donc ne pas être naïf et continuer ces coalitions. Convergence en fait partie. Revisiter les concepts. Faire du 3-0, zéro carbone, zéro pauvreté et zéro
exclusion, faire de ce 3-0 un objectif à partager. Mais en même temps, ça ne va pas suffire. Il faut vraiment que celles et ceux qui agissent et qui ont compris ce qui se passe sur la planète, qui ont cette vision humaniste que nous partageons ici, se mettent ensemble pour peser. Peser à tous les niveaux. Oui, je crois beaucoup à l'échelle locale. C'est là que s'inventent les solutions, c'est là que les solutions qui permettent de vivre mieux, qui permettent d'avoir ce moindre impact sur l'environnement et de trouver des solutions pour que les gens puissent vivre dignement, faire leur vie dans leur pays, eh bien c'est à cet endroit-là que les choses s'inventent. Comment on passe du local au global? C'est là que ça se complique. Il faut qu'on se reconnaisse. Les associations, les ONG, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, tous les activistes qui inventent des projets, les jeunes, parce que les jeunes, heureusement, ont compris ce qui était en train d'arriver. Il faut qu'ils aient des alliés. Les alliés qu'ils ont à cette échelle-là, souvent, ce sont les villes, les collectivités, les communes, qui ont compris, elles aussi, que ça ne pourrait pas marcher, que ça sera du conflit permanent si on ne s'attaque pas, s'il n'y a pas ce choc en s'attaquant évidemment à ces questions et en les attaquant ensemble. La question de l'écologie, la question de la pauvreté et la question de la démocratie. Et donc, les villes, les réseaux de villes, je pense en regardant votre exemple tunisien, à ce que nous faisons avec l'Association internationale des maires francophones, où nous soutenons beaucoup, nous reconnaissons, nous apportons notre concours. C'est une association que je préside et qui réunit plus de 300 maires à travers le monde, dont beaucoup évidemment en Afrique. C'est une association qui peut permettre de porter, de donner et qui elle-même est en contact avec des organisations internationales et avec la gouvernance mondiale, avec le niveau européen, avec évidemment des ONG et évidemment aussi avec les Nations Unies. Il faut aussi que les villes, et ça je parle de mon expérience, se rassemblent. C'est ce qu'elles font. Aujourd'hui, il y a des réseaux de villes puissantes comme Paris, des grandes capitales, mais aussi d'autres qui travaillent ensemble, qui font un travail, certains diront de lobbying, tout simplement de travail en profondeur pour accompagner tous ces acteurs locaux vers ce chemin que nous dessinons ensemble et qui est le seul praticable. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, c'est simplement reculer pour mieux sauter dans le ravin, parce que c'est quand même ça qui est en train de se passer. Et donc ces réseaux de villes, ils sont nombreux. Je parlais de l'Association des maires francophones, mais il y a aussi le GICOM, qui est un réseau qui réunit 12 500 villes à travers le monde et qui accompagne, qui soutient, qui va chercher aussi des financements. Et derrière les villes, souvent, ce sont des entrepreneurs sociaux et des associations qui sont portés avec leurs projets. Et nous avons décidé, dans tous ces réseaux de villes qui nous réunissons, qui échangeons nos bonnes pratiques, qui essayons de gagner du temps, qui nous épaulons quand on est attaqué. Actuellement, le maire de Londres est attaqué parce qu'il met en place des mesures pour lutter contre la pollution atmosphérique. Eh bien, nous sommes plusieurs maires à être passés par là, moi-même. Et d'ailleurs, je suis tellement heureuse de voir ce que disait René Raymond. Finalement, on lui a au moins apporté une solution sur la place du vélo à Paris. Je le constatais encore ce matin. Mais nous nous épaulons pour parler plus fort et essayer de dire, si on fait ça, c'est pas pour emmerder le monde. C'est pas pour emmerder le monde. C'est juste parce qu'on n'arrivera plus à respirer, à vivre dans nos villes, et parce qu'il y a d'autres solutions, et que ces autres solutions sont aussi porteuses de solutions économiques pour pouvoir vivre et faire vivre des populations dans quelque chose qui n'est pas le malheur. L'accumulation des richesses et des biens, c'est pas forcément le bonheur. C'est pas forcément le bonheur. Il y a un autre chemin pour ceux qui ont déjà tout, qui n'est pas de renoncer à tout, mais de partager. Ça donne beaucoup de bonheur. Et donc,
nous essayons de porter ce travail-là aussi à l'échelle des villes. Et la dernière initiative, et je voudrais juste vous en dire 2 mots parce qu'elle est en cours de construction, à partir de Paris, mais aussi avec la ville de Rio, avec l'Université de Columbia et le professeur Jeffrey Sachs, nous sommes en train de travailler sur un outil qui sera un outil direct de financement des villes, directement, parce qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués par les États, nous sommes contraints, les États ne nous aident pas. La France, quel exemple, 3 000 milliards de dettes, combien sur la transition écologique? Rien. Aider les collectivités qui, elles, sont toutes engagées dans la transition écologique à travers les transports, le logement, à travers l'agriculture urbaine, l'alimentation, et pas aider. Non, pas aider. La dotation de l'État pour la ville de Paris, cette année, vous savez de combien elle est? 0 euros. D'ailleurs, nous allons 3 zéros. Mais nous allons aller devant les juridictions, y compris européennes, pour faire condamner cela. Mais donc, les villes, nous avançons, mais nous sommes bloqués dans le financement, comme le sont aussi les associations et les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc nous sommes en train de travailler à la création d'une banque verte des villes mondiales qui permette un accès direct. Ce travail-là, nous sommes en train de le faire aussi en lien avec la COP28. Nous pensons que COP après COP, on a vu quand même les déceptions. Peut-être que cette COP28 peut être l'occasion de mettre des acteurs comme les villes autour de la table de négociation et pas sur le strapontin à l'entrée ou à la sortie de la table de négociation sur le climat. Si nous y arrivons, c'est un combat que nous sommes en train de mener, et si nous apportons aussi cette solution d'une banque mondiale directe des villes qui pourra permettre de soutenir ces projets, alors on crée les conditions sans doute d'une action plus forte, plus puissante, et montrant que cet autre chemin est possible et que nous sommes en train de le pratiquer. Je vais conclure. C'est vrai que quand on voit ce qui se passe dans le monde, on peut être pessimiste. Et la question n'est pas d'être optimiste ou pessimiste. Parce que franchement, pour être optimiste dans ce qui se passe, il faut faire un gros travail sur soi. En revanche, et pour reprendre les propos de Corinne Pelluchon, une philosophe qui travaille sur ces questions d'écologie, d'humanisme, sur cette pensée de la relation au vivant, sous toutes ses formes, et notamment à travers les droits des animaux, sur lesquels elle a beaucoup travaillé, Corinne Pelluchon nous invite plutôt à quelque chose qui s'appelle l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qu'on trouve plutôt dans le registre religieux. Là, il s'agit de le poser dans le registre humaniste. L'espérance, c'est de voir qu'il y a partout sur la planète des gens, comme ceux qui sont ici et ceux qui nous regardent, qui se battent, qui agissent et qui font. Mais il faut que ces gens-là soient dans une véritable convergence, dans une véritable coalition, pour parler plus fort que ceux qui essayent en permanence de nous écraser. Je pense qu'on a pour nous une vraie énergie vitale qui peut permettre de dépasser les montagnes, qui peut permettre justement de montrer à ceux qui veulent nous écraser toute la journée en nous expliquant que soit nous sommes des doux naïfs comme l'était René Raymond, soit nous sommes des gens qui n'avons rien compris aux réalités du monde. Si nous voulons leur expliquer que ces réalités du monde, c'est que aujourd'hui, par exemple, comme l'a dit très bien Jean Jouzel devant le MEDEF avec un cri de colère, et je ne peux que le soutenir, la réalité du monde aujourd'hui, c'est qu'un quart de la surface de la France a disparu, notamment dans les forêts du Canada. C'est ça la réalité du monde aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que nous n'ayons pas peur de parler très fort. Et effectivement, il faut un choc puissant, un choc pacifique, un choc humaniste pour pouvoir porter cela. Et pour cela, comme le disait aussi Martin Luther King, il faudrait que ceux qui préfèrent la paix, nous sommes là, sachent s'organiser aussi bien que ceux qui préfèrent la guerre. Merci à vous.
Merci beaucoup, Madame la maire. Merci à chacune d'entre vous. Effectivement, il est difficile d'être optimiste. Néanmoins, ici à Convergence, avec l'ensemble de nos 300 organisations membres, tous les intervenants aujourd'hui, tous les membres des groupes de travail, nous vous invitons aujourd'hui à trouver des solutions, des inspirations, des méthodologies pour, face à ce constat, face à ce pessimisme, vous outiller, ne pas baisser les bras et accélérer, avancer dans votre engagement. On vous propose aujourd'hui 45 sessions, conférences, ateliers, une trentaine d'exposants à aller visiter. Et je peux que vous inviter aujourd'hui à passer un excellent forum, à profiter, à échanger, à vous connecter et à rentrer chez vous toujours plus engagés et toujours plus convaincus. Excellent forum à toutes et tous. Merci. Right here next to you.